Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, une femme à la tête de la francophonie pour les 4 prochaines années. Michaël Jean a été choisi par les membres de l'organisation à l'issue du 15e sommet qui se tenait au Sénégal tout ce week-end. Son portrait dans cette édition. Lors du 15e sommet de Dakar, les femmes et les jeunes étaient au cœur des discours présidentiels. Le président ivoirien Alassane Ouattara a lancé un appel pour favoriser leur insertion dans le tissu économique. L'emploi des jeunes est également une priorité au Bénin. 8% des jeunes en milieu urbain sont sans emploi. Pour redonner confiance à la jeune génération, des programmes de formation sont développés. C'est donc Michaël Jean qui a été choisi pour succéder à Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Après Boutros Ghali et Abdou Diouf, c'est la première non-africaine à être élue à ce poste. C'est aussi la première fois qu'une femme est nommée à cette fonction. La Canadienne a été désignée à l'issue du 15e sommet de la francophonie qui s'est clôturé ce dimanche au Sénégal. Le portrait de la nouvelle secrétaire générale de la francophonie est signé Marina Vanier. Michaël Jean succède à Abdou Diouf au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Gouverneur général et commandant en chef du Canada de 2005 à 2010, Michaël Jean occupe depuis octobre 2010 le poste d'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti. Grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012, elle est depuis cette même année chancelière de l'Université d'Ottawa, la plus grande université bilingue anglais-français au monde. Une personnalité de stature internationale donc, élue ce dimanche 30 novembre secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle prend les rênes de l'organisation en tant que première femme et première personnalité non africaine. Une élection tout à fait légitime dont elle se dit fière. Alors tout d'abord, je tiens à saluer les représentants et les représentantes des médias ici présents. Et c'est un grand honneur pour moi d'être assise ici à cette table. Je voudrais dire que j'ai appris comme vous le processus, ce qui a conduit à ce choix. Et je suis heureuse d'apprendre qu'il a été vraiment appuyé sur un vrai consensus, ce qui traduit aussi un gage de confiance et il faut cette confiance pour avancer dans cette fonction. Au cœur de ces projets pour la francophonie, la mise en œuvre d'un programme ambitieux de transformation de l'espace francophone en zone d'échange et de développement économique. La feuille de route sur laquelle les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus est l'une, je dirais, des plus ambitieuses et des plus audacieuses que la francophonie se soit jamais donnée. L'idée d'une francophonie économique. Et ce qui a été vraiment formidable durant toute cette campagne que j'ai pu mener pour établir, et cela était nécessaire, un vrai état des lieux des pays, de l'espace francophone, de leurs objectifs, de leurs aspirations, des forces en présence, des volontés. Une volonté dont elle compte bien se servir pour la réussite de son mandat qui prendra effet à partir de fin décembre 2014. En Libye, la Cour d'appel de Tripoli décide de reporter au 14 décembre le procès de 31 responsables du régime Kadhafi. Le juge a pris cette décision à la demande des avocats de la défense. Saïf al-Islam, le fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, n'a pas pu comparaître devant la Cour, et cela pour la 2e fois consécutive en raison de problèmes techniques et sécuritaires. Le Nigeria, une nouvelle fois la cible d'attaques terroristes. Ce lundi, un double attentat a été perpétré sur le marché de la ville de Maïdougouri. On dénombre au moins 10 victimes. Ce matin déjà, des hommes armés ont pris d'assaut la ville de Damaturu dans le nord-est du pays. Les regards se tournent vers Boko Haram, 3 jours après l'attentat de la mosquée de Kano en pleine prière du vendredi. Plus de précisions avec Ibrahim Ndiaye. Pas un jour sans une attaque du groupe islamiste terroriste Boko Haram. Les attentats ne se concentrent plus uniquement sur le Nigeria. Le groupe terroriste projette de s'attaquer aux pays voisins, notamment le Cameroun. Après l'attaque de la mosquée de Kano ce vendredi 28 novembre qui a fait au moins 120 victimes, la nébuleuse a de nouveau frappé dans la ville de Damaturu ce lundi 1er décembre. Une série d'attaques destinées à déstabiliser l'organisation du scrutin présidentiel prévu en février 2015. Au-delà des ambitions idéologiques de Boko Haram, cette nébuleuse a aussi des ambitions politiques très affirmées. À la veille des élections présidentielles au Nigeria,
cette multiplication d'attentats est la démonstration que Boko Haram veut déstabiliser politiquement le président actuel qui se porte candidat à sa propre succession en février 2015. Donc sur ce plan, on peut bien voir que Boko Haram ne compte pas baisser le ton ni la manœuvre militaire qu'il a mise en place depuis plusieurs années maintenant. Pour les experts, la bataille de l'information serait capitale pour remporter le combat contre la secte islamiste, mais pas seulement, car il faudrait également harmoniser les stratégies de défense de la sous-région. Pour arriver à mettre à bout Boko Haram, il faut absolument une coordination régionale. Il est dommage de constater que depuis les initiatives et les décisions qui ont été prises au mois de septembre-octobre 2014 pour mettre en mouvement les forces régionales pour que celles-ci puissent se doter d'une force multinationale de 700 soldats. Cette décision est quasiment restée lettre morte. On a peut-être pu constater entre-temps l'organisation des séminaires des officiers supérieurs, des officiers généraux des armées des différents pays de la commission du bassin du lac Tchad. Mais sur le plan matériel, on n'observe pas sur le terrain cette capacité de mutualiser les efforts des différents pays. Le plan d'action adopté le 17 mai 2014 lors du sommet en France pour la sécurité s'inscrit dans la logique du sommet de la commission du bassin du lac Tchad de 2012, des rencontres qui semblent pour l'heure ne pas encore avoir réussi à porter leurs fruits. En 5 ans d'existence, le groupe islamiste Boko Haram a causé la mort de plus de 10 000 personnes au Nigeria. Comme chaque 1er décembre, le monde célèbre la journée de lutte contre le sida. En Afrique, les chiffres sont encourageants. En 10 ans, le nombre d'infections au VIH a baissé d'1 million. Mais le combat n'est pas terminé, notamment en Afrique subsaharienne, qui reste la région la plus touchée dans le monde. Retour sur le 15e sommet de la francophonie qui se tenait tout ce week-end au Sénégal. Plusieurs chefs d'État ont pris la parole à l'ouverture de l'événement. C'est le cas du président ivoirien. Alassane Ouattara a lancé un appel pour favoriser l'insertion des jeunes et des femmes dans le tissu économique. Il a notamment mis en avant les efforts réalisés à ce sujet en Côte d'Ivoire. Marina Vanier. La Côte d'Ivoire a accéléré son développement pour atteindre l'émergence en 2020. Dans son discours prononcé samedi à l'ouverture du 15e sommet de l'OIF à Dakar au Sénégal, le président ivoirien Alassane Ouattara a insisté sur les efforts de son pays en vue de réaliser les objectifs pour réduire la pauvreté, à savoir la modification de la loi sur le mariage pour instituer l'égalité entre les conjoints et le service civique d'aide à l'emploi pour les jeunes et les ex-combattants. Le gouvernement a ouvert plusieurs chantiers dans quelques secteurs clés, avec entre autres, et je vais citer quelques-uns, la création d'un fonds de financement des activités génératrices de revenus pour les femmes, la mise en place d'un compendium des compétences féminines pour nous permettre de puiser dans ce compendium à l'occasion des nominations et des désignations. Le lancement en juillet 2013 d'une campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Afrique. Le président ivoirien a appelé à une plus forte coopération économique entre les États de l'OIF, mais aussi à une plus grande implication des femmes et des jeunes dans la construction des sociétés. La gestion solidaire des enjeux économiques constitue un défi majeur pour un développement durable. Il est donc impérieux de mettre en place une stratégie d'action concertée au sein de la francophonie afin de peser davantage dans les instances et débats internationaux consacrés à la place des femmes et des jeunes dans le développement de nos sociétés. La Côte d'Ivoire est l'un des pays à forte croissance d'Afrique de l'Ouest. Pour atteindre l'émergence en 2020, le pays s'est engagé dans un vaste programme d'investissement dans tous les secteurs d'activité. Au Bénin, le taux de chômage des jeunes en milieu urbain est de 8%. Pour les experts, l'un des moyens de le résorber est l'apprentissage. Au Bénin, plusieurs programmes s'attellent à offrir aux jeunes des formations qualifiantes dans des métiers d'avenir. Reportage de notre correspondante au Bénin, Chéraliao Tawema.
Ils sont plus d'une cinquantaine entre 18 et 25 ans à être passionnés par le tissage de pagne au centre d'apprentissage de Togba à Calavi, à quelques kilomètres de la capitale économique Cotonou. Léa et Victoire y ont été inscrites depuis une année et apprennent les techniques de base du tissage de pagne à base de fil de coton. J'ai commencé le tissage parce que mes parents n'avaient plus les moyens de m'envoyer à l'école. Des personnes les ont orientés vers ce centre et j'ai pu apprendre le tissage. Quand j'ai voulu poursuivre mon cursus scolaire, à un moment donné, j'ai dit à mes parents que je ne voulais plus continuer. Je leur ai expliqué que je souhaitais apprendre un métier et ils m'ont conduit vers ce centre. Plus d'une centaine de jeunes sont passés par ce centre spécialisé dans le tissage de pagne. Hormis la formation d'une durée de 3 ans sanctionnée par un diplôme, les apprenants perçoivent mensuellement une rémunération. Différentes formations sont dispensées, notamment la mécanique, la menuiserie, la soudure, réparties dans tous les départements du pays. Ça consiste principalement à former les jeunes et à les installer dans des métiers que nous appelons communément les métiers porteurs, mais dans leur communauté pour puissent créer des revenus et de la richesse pour leur communauté. Environ 2500 maîtres apprentis ont bénéficié de ces programmes de formation. Cependant, seuls 18 mois sont consacrés au suivi de ces jeunes entrepreneurs. Une durée de suivi bien trop courte selon eux. Au Bénin, le taux de sous-emploi est de l'ordre de 53,9%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.